Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, vous allez assister à une audition. Face au député, Olivier Rey, philosophe et mathématicien de renom, prend la parole pour éclairer un sujet aussi fascinant qu'inquiétant. L'intelligence artificielle. Il y a 2 ans, le mathématicien Jean-François Colonna, à l'École Polytechnique, a eu l'idée d'interroger ChatGPT sur certains énoncés mathématiques. Après avoir obtenu des énoncés corrects des grands et petits théorèmes de Fermat, énoncés au XVIIe siècle, il a eu l'idée de demander à ChatGPT quel était le moyen théorème de Fermat. L'agent conversationnel, au lieu de répondre qu'il n'existe pas de moyen théorème de Fermat, s'est mis à inventer des énoncés tous plus fantaisistes les uns que les autres, dont celui-ci, que je cite, « Si A et B sont 2 nombres entiers consécutifs, alors il existe au moins un nombre premier P tel que A plus petit que B, strictement plus petit que P, strictement plus petit que B. » C'est-à-dire, entre 2 nombres entiers consécutifs, on peut toujours intercaler un nombre premier. Bon, c'est un énoncé qui est complètement absurde et qui montre que la machine n'a aucune compréhension de ce qu'est un nombre, puisqu'un enfant de l'école primaire qui a compris ce que c'est que 2 nombres consécutifs sait que par définition, on ne peut pas mettre de nombre entre les deux. Alors bien entendu, une erreur aussi grossière peut être corrigée, mais pas ce qu'elle révèle, à savoir que la machine va de la question qu'on lui pose à la réponse qu'elle donne, sans en passer par la compréhension. Je pourrais multiplier les exemples. Mon petit garçon de 2 ans, après avoir vu 2 chats dans sa vie, sait reconnaître les chats, alors qu'une machine a besoin qu'on lui montre des centaines de milliers d'images de chats pour être capable plus ou moins d'identifier un chat. Et donc, en fait, vous voyez que l'intelligence artificielle peut simuler un certain nombre de compétences humaines, mais les moyens qu'elle utilise pour le faire sont tout à fait différents. Et d'un point de vue humain, on pourrait dire que ça se fait sans intelligence. Une des caractéristiques des agents conversationnels est qu'à quelques questions qu'on leur pose, ils ont toujours une réponse à donner. Dans le domaine informationnel, leur principale utilisation, c'est de sélectionner les informations à envoyer aux personnes selon leurs historiques de navigation, les intérêts qu'elles ont manifestés par le passé, pour leur envoyer ce qui est susceptible de leur plaire et donc de les conforter dans leurs convictions. Et de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle peut être un monstrueux instrument pour enfermer les personnes dans ce qu'on appelle, oui, aujourd'hui des bulles cognitives. L'utilisation de l'intelligence artificielle risque d'aller beaucoup plus dans le sens de l'exploitation du public que dans celui de son élévation. Avec 2 exemples, un tiré des mathématiques et l'autre des chats, n'est-ce pas? Vous montrez en fait que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, puisqu'elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle ne fait que chercher des milliers ou des millions à une vitesse extraordinaire d'informations pour nous les restituer. Donc finalement, il n'y a pas de problème, puisque l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Qu'avons-nous à craindre? J'ai dit que l'intelligence artificielle allait de la question à la réponse sans passer par la compréhension, mais cela ne veut pas dire que la réponse qu'elle fournit à un certain type de question ne soit pas tout à fait satisfaisante. Donc elle peut donner des réponses satisfaisantes sans pour autant être intelligente. Et le risque précisément, c'est que puisqu'elle fait ça si bien et sans qu'on ait à se fatiguer, eh bien, on se confie, y compris pour les tâches que l'on pourrait remplir parfaitement soi-même, à elle, et qu'à ce moment-là, on fasse dégénérer ses propres facultés de ne plus les employer. Se développe aussi actuellement quelque chose qui est tout à fait fascinant, qu'un de mes collègues appelle l'agnostic science, la science sans connaissance, et dont je vais donner un exemple. Pour la prédiction des ouragans, qui a quand même de gros enjeux. Jusqu'à maintenant, ce que l'on faisait, c'est qu'on se confiait au modèle mathématique que l'on avait des mouvements des masses d'air dans l'atmosphère,
et qu'on nourrissait avec les relevés de stations météo, et puis on demandait à un ordinateur de calculer à partir des relevés météo des stations à un certain moment donné, compte tenu des équations qui régissent les mouvements de l'atmosphère, d'essayer de prédire ce qui va se passer. Bon, étant donné que ce système d'équations est ce qu'on appelle en mathématiques un système chaotique, les résultats ne sont pas très bons, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que maintenant que l'on a des décennies d'enregistrement de la situation de l'atmosphère, en fait, maintenant, on a mis ça dans des machines, et les machines sont capables, avec leur capacité de calcul, de repérer des corrélations à travers des milliards et des milliards de données, et finalement de donner des prédictions qui ne sont pas excellentes, mais qui s'avèrent malgré tout meilleures que celles qu'on obtenait auparavant. Mais en fait, dans le modèle précédent, on comprenait ce que l'on faisait pour obtenir des résultats qui étaient ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, en fait, on a un mécanisme où on ne comprend rien de ce qui se passe, mais où on obtient des résultats qui sont un peu meilleurs qu'auparavant. Et là, on a ce paradoxe, vous voyez, d'une science occidentale qui s'était développée pour comprendre le monde, et qui, là, au nom de l'efficacité des prédictions, peut complètement laisser tomber la question de comprendre le monde. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un résultat plus ou moins fiable. Et ça, c'est le modèle de ce qui peut nous arriver, c'est-à-dire que, en fait, les machines, tout en étant non intelligentes, peuvent nous fournir des résultats qui nous dissuadent de nous faire fonctionner notre intelligence pour les obtenir. Et donc, on peut s'émerveiller des créations de l'intelligence artificielle, mais on s'émerveille d'autant plus qu'on oublie que pour arriver à ces créations, en fait, elle exploite un fond absolument gigantesque de ce qui a été créé par les humains. Et donc, en fait, on dissimule la source, et puis ensuite, on s'émerveille de ce qui est produit, en oubliant que ça n'est jamais que du réagencement de ce qui avait été produit auparavant. Alors, une question se pose. Si l'intelligence artificielle en vient, au fil de ses développements, à rabougrir les intelligences humaines et à se trouver en situation de quasi-monopole sur la création, elle n'aura plus rien à piller, sinon ses propres productions, et le système périclitera, voire s'effondrera. Et ce que je dis là, c'est déjà des problèmes que rencontrent ceux qui entraînent les intelligences artificielles, c'est trouver un corpus parce que, comme je le disais, les intelligences artificielles, comme elles procèdent essentiellement de façon statistique, pour produire quelque chose de satisfaisant, elles ont besoin d'un champ d'entraînement immense. Et en fait, aujourd'hui, justement, pourquoi il y a des batailles sur ce à quoi on a accès ou pas, c'est parce que ceux qui entraînent ces intelligences artificielles touchent les limites du champ d'entraînement et essayent encore de l'étendre. Mais si on imagine qu'au bout d'un moment, ces intelligences artificielles, encore une fois, en viennent à être la source de la majorité des productions, eh bien, au bout d'un moment, elles n'auront plus qu'elles-mêmes à copier, et à ce moment-là, le système se boucle sur lui-même et peut devenir, très vite, sans intérêt. Et donc, en fait, là, nous sommes dans une période où l'intelligence artificielle peut d'autant plus produire des choses intéressantes qu'elle s'appuie sur une production humaine accumulée par les siècles, extrêmement grande, et qu'elle peut exploiter. Mais si l'alimentation se tarit, en fait, les performances de l'intelligence artificielle, de ce point de vue-là, baisseront aussi énormément. Je peux rajouter quand même encore un tout petit mot en matière d'éducation. On a parlé brièvement de l'initiative Alpha School aux États-Unis. Je pense que un des problèmes en Occident en général et en France en particulier, c'est une forme d'uniformité des modèles. Dans l'éducation nationale en France, c'est particulièrement net.
où l'idéal, ce serait que dans toutes les écoles de France, on fasse la même chose au même moment. Enfin, en tout cas, c'était l'idéal de Jules Ferry. Et je pense que, par exemple, vous voyez une initiative comme l'Alpha School, je trouverais ça désastreux que ce soit pris comme modèle pour l'école française. Mais en même temps, je trouverais ça intéressant que certaines écoles en France suivent ce modèle, ce qui permettrait de comparer ensuite les résultats. Et indépendamment de cela, des écoles différentes pourraient développer des talents différents, et cette diversité des talents pourrait profiter à la société entière. Alors que si tout le monde se bat pour imposer à l'école ce qu'il a en tête, finalement, on aboutit souvent à une cote mal taillée, qui ne satisfait personne. Et de ce point de vue-là, je serais assez favorable à des essais, à des tentatives de scolarité alternative qui pourraient soit s'imposer parce qu'elles sont meilleures, soit simplement créer une diversité là où il y a trop d'uniformité.